24 novembre 1944. Le ciel au-dessus du Pacifique se prépare à une confrontation qui changerait à jamais le cours de guerre aérienne. Depuis les bases de Northfield, à Tinian et Elyfield, à Sepang, enlève 111 géants ailés, le Boeing BE-29 Superfortress, l'arme stratégique la plus avancée des États-Unis à l'époque. Sous le commandement du brigadier général Ashwood Ansel, dont le siège est à Guam, cette flotte d'argent transporte 277 tonnes de destruction envers l'usine de moteurs Musashino du Nakajima au Japon à l'extérieur de Tokyo. Pour les coureurs japonais qui voient cette formation à l'horizon, ce qui approche n'est pas seulement une attaque, mais une révélation brutale, la guerre qu'ils connaissaient vient de devenir obsolète. À l'intérieur de son Kawasaki Ki-61I-1, dans l'aérodrome du Shofu, le capitaine Tatsuo Yamada ajuste le masque d'oxygène avec des mains fermes, mais le cœur accéléré. Les briefings du matin étaient clairs, interceptant les bombardiers ennemis avant de gagner trop d'altitude. Les rapports de renseignement ont parlé de machines quadrimotrices géantes, opérant à partir des bases nouvellement conquérantes de Mariana, volant plus haut que tous ceux qui ne voient. Yamada offre à la mission de l'interception à l'extrême altitude, un défi contre un ennemi dont les limites sont toujours un mystère. Son combattant, armé de 4 mitrailleuses de 12,7 mm et de 2 canons de 20 mm, est conçu pour maîtriser le ciel à des altitudes conventionnelles, où les pilotes japonais ont toujours bien fait. Mais ce qui approche n'est pas conventionnel. Jusque-là, l'expérience japonaise contre les bombardiers américains a été bouillie au BE-24 Liberator et à l'ancienne forteresse volante BE-17, qui opérait entre 20 000 et 25 000 pieds d'altitudes atteintes par des combattants japonais. Le major Tishimeda avait perfectionné les tactiques de montée précoce, garantissant que ses pilotes étaient déjà en position avantageuse avant le combat, en utilisant l'énergie d'altitude pour surmonter le blindage défensif des bombardiers. Mais les rapports de ce matin ont peint une image effrayante, les nouvelles cibles ont volé beaucoup plus fort. Le 21e commandement des bombardements n'était pas seulement une autre unité, il était la plus grande force stratégique américaine du Pacifique depuis l'attaque audacieuse de Dolittle en 1942. Avec plus d'1 millier d'avions qui devraient fonctionner sur 5 bases réparties via Sepang, Tinian et Guam, ces BE-29 étaient différents de tout auparavant. Alors que les bombardiers précédents, tels que le BE-17 et le BE-24, dépendaient des équipes de forçage de stands unifiés pour porter des vêtements lourds et des masques à oxygène, limitant leur plafond opérationnel à environ 25 000 pieds. Le BE-29 a été conçu pour maîtriser le ciel à des altitudes extrêmes. Son système de pressurisation a permis à l'équipage de fonctionner sur des manches de chemise, exemple du froid pointu et de l'hypoxie qui a affaibli les pilotes à des avions conventionnels. C'était une révolution, le sanctuaire opérationnel au-dessus de la portée des intercepteurs ennemis, atteint au détriment d'une complexité d'ingénierie sans précédent. Yamada n'est pas seul dans sa lutte désespérée contre la gravité. À côté, 244 TH Santé Ki-61 Fighter and Interceptor Nakajima Ki-44 Shoki Santé a brisé la montée en spirale maximale, leur moteur hurlant dans un effort surchargé. Parmi les stations radar à Chiba, les opérateurs suivent la formation américaine approchant entre 27 000 et 31 000 pieds, ajustant l'altitude en fonction des conditions météorologiques. Les contrôleurs du sol dirigent les combattants japonais vers le vecteur d'interception, mais la réalité est cruelle, alors que les bombardiers sont déjà sur la cible, la plupart des intercepteurs peuvent à peine dépasser 25 000 pieds. L'inégalité technologique devient évidente dans le premier contact. Le Yamada Ki-61, conçu en 1941 pour des altitudes moyennes contre des adversaires tels que les Chinois, pèse 3470 livres et est déplacé par un moteur HA40 Kawasaki de 1175 chevaux pendant 592 km, H à 5000 mètres. Dans les journaux, votre plafond OP. Ajon atteint 11 000 mètres, mais en pratique, au-dessus de 8005 sens, la performance chute. L'air raréfié étouffe le moteur, les surfaces de contrôle réagissent lentement, et les réservoirs et le blindage supplémentaire de la ruelle, incorporés après des différends sévères au combat, m'épirent la situation, volant l'altitude. Le 47 TH Santé Ki-44, bien que conçu spécifiquement pour une interception de hauteur élevée, lutte également contre la physique. Ces moteurs surchauffent, produisant une fraction de puissance du niveau de la mer, tandis que les pilotes suffosent avec des systèmes d'oxygène inadéquats, conçus pour des missions plus courtes et inférieures. Quelques combattants peuvent atteindre 8500 mètres, mais sont toujours des milliers de pieds sous les bombardiers. Ceux qui atteignent l'altitude nécessaire n'ont pas d'énergie pour manœuvrer. Les surfaces de contrôle réagissent à peine dans l'air mince et les moteurs fonctionnent sur le bord de l'effondrement. Pendant ce temps, à l'étage, le BE-29 maintient une formation invaincue. Dans les stands sous pression, les équipages fonctionnent avec précision, sans costumes lourds et masques emplâtrés qui limitaient auparavant des bombardiers américains.
En charge de Dauntless Doughty, le capitaine Robert Morgan regarde la cible via Norden Target, tandis que Theodore Van Cirk-Browser ajuste les derniers détails. 4 moteurs Wright R3350, chacun avec 2200 chevaux, augmentent l'avion sur 480 km/h à cruise altitude, même avec un air mince. Les turbocompresseurs compressent l'atmosphère mince, en maintenant la puissance où les moteurs conventionnels échoueraient. Un tunnel sur les bombes relie les compartiments sous pression, permettant à l'équipage de se déplacer librement sans équipement d'altitude. Le système de contrôle de la prise de vue centralisé avec des ordinateurs analogiques, plusieurs cibles simultanément, tandis que les meilleurs buteurs fonctionnent dans des positions ergonomiques. Yamada force son Ki 61 à la limite, mais le compteur de vitesse marque à peine 290 km/h tandis que l'avion titube près de 9000 mètres. Sa formation d'avant-guerre ne l'a jamais préparé. Les instructions étaient claires, attaque d'en haut, en plongée, pour conserver l'énergie. Mais il est tout simplement impossible d'atteindre une position plus élevée pour les bombardiers. La doctrine japonaise, forgée contre le BE-17 et le BE-24 non protégés à des altitudes modérées, est inutile face à ces géants technologiques. L'I-1 peut prendre en charge 9000 mètres par seconde avant le point mort, et chaque tentative de récupération coûte 900 mètres d'altitude perdue. Les indicateurs de température du moteur dépassent les limites critiques et la pression d'huile oscille dangereusement. Yamada lève les yeux et voit les sentiers de condensation du BE-29 d'essai. Les mitrailleuses défensives des bombardiers accompagnent leurs combattants, mais ne déclenchent pas, la gamme est trop grande. La distance entre les deux forces n'est pas seulement l'altitude. C'est un abîme technologique qu'aucun courage ne peut transposer. Ils détournent les pompes de leur cible avec une précision cruelle, transformant chaque lancement en un jeu malchanceux contre les forces invisibles. Les bombardiers, malgré leur génie révolutionnaire, deviennent des otages de courants d'air qui remettent en question les calculs les plus méticuleux. Lemay examine les rapports avec un frisson d'irritation, seulement 12% des pompes atteignent le rayon de 1000 mètres de la cible principale. Les chiffres sont un affront à leur obsession de l'efficacité. Mais là où d'autres verraient l'échec, ils voient l'opportunité. La solution ne consiste pas à ajuster les vues ou les bombardiers d'entraînement, il s'agit de réécrire les règles de la guerre aérienne. Si l'altitude trahissait la précision, alors l'altitude serait abandonnée. Si le vent dispersait les bombes, le vent serait utilisé en faveur. Et si la journée exposait les formations aux combattants japonais, alors la nuit deviendrait le nouveau champ de bataille. Lemay ordonne la transition vers des attaques nocturnes à basse altitude, une tactique que les Japonais, conditionnés à défendre le ciel, ne s'attendraient jamais. Le BE-29, maintenant dépouillé de une partie de son artillerie défensive pour gagner de la vitesse et une charge de bombes, ils descendent sous forme de spectres sur les villes endormies. À 5000 pieds, en dessous de la portée efficace des radars et des combattants de nuit, ils deviennent presque invisibles jusqu'à ce que les premières pompes incendiaires se déchiraient dans l'obscurité. L'effet est dévastateur. Les défenses aériennes, formées pour intercepter les cibles à 30 000 pieds, luttent désormais contre les ombres qui apparaissent sans avertissement. Les projecteurs balaient le ciel en vain, tandis que les batteries anti-aériens se déclenchent aveuglément, leurs grenades explosant bien au-dessus des envahisseurs. Les quelques combattants de nuit japonais, comme le J1N1 Gek, sont trop lents pour accompagner le BE-29 dans leur descente vertigineuse. Lorsque les bombardiers sont enfin vus, il est tard, les pompes ont énoncé les quartiers industriels et le feu se propage de manière voracieusement dans les quartiers en bois et en papier. Tokyo, Osaka, Kobe, les villes qui ont résisté aux attaques diurnes brûlent désormais sous le poids d'une stratégie qui explore leur propre vulnérabilité. Les pilotes japonais, une fois frustrés de ne pas atteindre l'ennemi, se retrouvent maintenant devant un nouveau cauchemar, des cibles qui apparaissent et disparaissent comme des fantômes, ne laissant que la destruction dans leur sentier. Le lieutenant Hayashi, survivant des missions kamikazes de ces lignes, rapporte avec amertume, « Avant, nous nous sommes battus contre des machines que nous ne pouvions pas jouer. Maintenant, nous combattons les ombres que nous ne pouvons même pas voir. » Morale s'effondre. Les rapports de renseignement japonais, auparavant pleins d'analyses techniques sur les limites du BE-29, sont désormais en tente aux descriptions des villes en flammes et en population de panique. Pendant ce temps, au siège américain, Lemay perfectionne sa formule. Les attaques nocturnes à basse altitude sont non seulement tactiquement supérieures, elles sont psychologiquement dévastatrices. Les pompes incendiaires, conçues pour créer des tempêtes de feu, transforment les districts entiers en fours. L'oxygène est consommé en quelques minutes, et ceux qui ne meurent pas d'embouchées de fumée toxique. Les survivants émergent des abris pour trouver un monde méconnaissable, les rues calcinées, les corps carbonisés et l'odeur douce et nauséeuse de chair brûlée suspendue sur les décombres.
la réponse japonaise est chaotique. Le haut commandement ordonne la dispersion des industries, mais les usines de fortune dans les zones rurales sont aussi vulnérables que le centre. Les combattants sont redistribués aux bases côtières, mais sans radar efficace ou carburant suffisant, leurs patrouilles sont inutiles. L'amiral Toyoda, chef d'état-major de la marine, admet une réunion secrète, nous n'avons aucun moyen de l'arrêter. Pas même avec tous nos pilotes qui jouent contre eux. Le seul espoir restant, et est désespéré, est le kamikaze adapté aux missions de nuit. Mais même ils échouent, sans visibilité, sans coordination, leurs attaques deviennent des gestes vides, des sacrifices qui ne changent pas le cours de l'annihilation. En mars 1945, le Mei lance l'opération qui scellera le sort du Japon impérial. Plus de 300 BE-29 décollent dans la formation compacte, portant non seulement des bombes, mais la condamnation à mort d'une nation. Tokyo, déjà blessé par les attaques précédentes, sera réduit en cendres en une seule nuit. Les pilotes américains, volant dans le silence radio pour éviter la détection, savent que ce n'est plus une mission, c'est le coup final. En dessous des millions de personnes dorment sans soupçonner que le ciel n'appartient plus à personne, sauf ceux qui le dominent avec le feu et le soufre. Les vents de jet qui ont autrefois déchiré les formations américaines aux altitudes stratosphériques ne sont désormais qu'un souvenir lointain. Les bombes, une fois jetées aveugles à travers des nuages épais, sont tombées comme une avance fondue sur des cibles imaginaires, moins de 10% ont atteint quelque chose au-delà du vide. Washington avait besoin de résultats, et le général Lemay, avec la précision du froid d'un chirurgien devant un patient en phase terminale, a diagnostiqué la maladie, l'altitude était un poison. En mars 1945, il prescrit la guérison. Pas avec le cuir chevelu, mais avec le feu. Les BE-29 sont dépouillés de leurs armes défensives à l'exception des tours de queue, devenant des bêtes de fret incendiaires. Ils descendent comme des démons de 30 000 pieds à seulement 5 000, où l'air est suffisamment dense pour brûler non seulement les villes, mais aussi le dernier espoir japonais. Le changement est révolutionnaire, maintenant, les combattants japonais peuvent enfin mordre. Mais qu'est-ce que les dents pointues contre un troupeau qui avançait dans l'obscurité? Dans la nuit du 9 mars, l'opération Meeting House est tombée sur Tokyo comme jugement final. 334 Superforce, volant suffisamment bas pour que les canons anti-aériens crachent la brûlure déverrouillée, ils transforment le ciel en un enfer de magnésium et de napalm. Les coureurs japonais, entraînés pour ce duel sous le soleil, trébuchent maintenant dans l'obscurité. Le lieutenant Yoshio Mitsuyoshi décolle de Matsudo sur son Kil-44, enfin capable d'atteindre des bombardiers, mais qu'est-ce qu'un radar, sans coordination, contre une tempête de métal et de feu? Les projecteurs se déchirent la nuit, illuminant des cibles solitaires. L'anti-aérien fait des pierres à l'unisson, mais le BE-29 continue, absorbant des éclats d'obus comme des titans en acier. Mitsuyoshi plonge un 2 fois, il voit les flammes lécher les ailes d'un bombardier, entendre le cri d'un moteur mourant, mais la formation ne se casse pas. Des tours contrôlées par un radar tournant dans l'obscurité, crachant des balles avec une précision démoniaque, tremblant plus de combattants que n'importe quel buteur humain ne pouvait rêver. Les Ki-61 désespérés se déplacent dans des attaques solitaires, sans radio, sans tactique, juste avec la certitude que s'ils ne meurent pas, ils seront leur famille là-bas. Lorsque le soleil est né à Tokyo, 16 miles carrés de la ville ne sont que du charbon humain. 100 000 âmes, hommes, femmes, enfants, réduites en cendres en une seule nuit. Les Japonais se plaignent de 14 BE-29 abattus, le plus grand nombre de la guerre, mais c'est comme essayer d'éteindre un feu avec des larmes. La tactique de Lemay n'est pas seulement efficace, c'est irrésistible. Et avec ce coup, des années de recherche japonaise sur les intercepteurs de haute altitude, moteurs sous pression, ailes renforcées, cabines scellées, ils ont vu la poussière. Le lieutenant Sadamu Kumashi de la marine impériale conduisait le nouveau Mitsubishi J2M Raiden, le Lightning, prétendument capable d'atteindre 36 000 pieds. Théoriquement, il pourrait toucher le BE-29. En pratique, à cette altitude, l'air était si mince que les contrôles ont répondu comme s'ils étaient plongés dans Melassa. Le moteur, malgré le supercompresseur, haltait comme un homme noyé. Essayer de manœuvrer, c'était comme combattre un fantôme, les bombardiers passaient impunis, tandis que les combattants japonais, lorsqu'ils pouvaient grimper, étaient à peine la force pour un seul coup avant de tomber, les victimes de l'hypoxie, ou les systèmes d'oxygène critiques. Les quelques succès sont venus contre les dysfonctionnements, la conduite de la formation, jamais contre le pack intact. En avril, le désespoir prend une forme humaine, les kamikazes. Plus contre les navires, mais contre les ailes d'argent qui ont brûlé l'Empire solaire. Kabukoshi Ogawa se lance contre le BE-29 Torchi sur Kawasaki, une collision qui détruit les deux sacrifices qui barrent la peau du monstre.
Le même jour, le sergent Henri Irouin, son visage fondant sur une bombe de match qui avait explosé dans ses bras, traîne à travers ses flammes, aveugle et sourd, pour jeter la charge mortelle par la fenêtre. 11 hommes vivent à cause de lui. Un héros américain, un héros japonais, deux côtés du même courage, a passé une guerre où la technologie avait déjà décidé du gagnant. Les attaques spéciales, les coups de battement désespérés, peuvent peut-être massacrer une douzaine de B-29 tout au long de la guerre. L'effet psychologique et des pilotes dévastateurs américains savent qu'il y a des hommes prêts à mourir pour les emmener ensemble. Mais que sont les 10 bombardiers contre une centaine de flottes? Le B-29, avec leur système de contrôle de tir par ordinateur, tiré avec une précision qui fait le JA. Les pales semblent être amateurs. Les tours pivotantes, opérées à l'intérieur des stands sous pression, ne dépendent pas d'un énorme buteur de froid à 30 000 pieds. Même avec moins de mitrailleuses qu'un BE-17, chaque balle semble guidée par une main divine. Et puis le P-51 arrive. Les Mustangs d'Iwo Jima, avec leurs longues ailes et leurs réservoirs de carburant supplémentaires, étendent leurs griffes sur le Japon. Maintenant, les combattants japonais ont non seulement besoin de grimper vers des bombardiers, ils doivent survivre aux sabres américains qui les chassent comme des faucons. Le capitaine Yasuhiko Kuro, avant le 64e Santé avec son nouveau Nakajima Kill 84 Hayat, le vent divin, a finalement une machine qui pourrait rivaliser avec le B-29 à l'altitude. Mais à quoi sert un combattant qui monte à 34 000 pieds si, lorsque vous y arrivez, est pris en embuscade par des Mustangs qui l'abattent avant même qu'ils tournent les bombardiers? La guerre aérienne sur le Japon n'est plus une bataille. C'est un massacre. Hayat pourrait, en théorie, déchirer le ciel jusqu'à 32 000 pieds, mais seulement s'il est dépouillé d'armes, avec des réservoirs de carburant presque vides et un pilote prêt à sacrifier toute marge de manœuvre. Dans les rapports de combat, les pilotes décrivent des performances acceptables jusqu'à 28 000 pieds, où le moteur HAR-45, bien que robuste à des altitudes moyennes, s'étouffe comme un homme sans oxygène. La supercompression inadéquate transforme le Kill 84 en un poids mort au-dessus de cette limite. Les quelques succès contre le B-29 se produisent lorsque des bombardiers descendent vers des missions minières sur la mer, volant à seulement 20 000 pieds d'altitude où le foin peut encore mordre. À ces occasions, les combattants japonais abattent des forteresses volantes, prouvant que sans la malédiction de l'altitude, la machine et le pilote sont toujours mortels. Mais les missions durent 2 jours? Intouchables. Même avec les améliorations du Kyle 84, la plupart des décollages se terminent par l'échec, les combattants ne peuvent même pas atteindre le champ de bataille. Juin 1945 apporte un dernier espoir, le Kawasaki Kill-100, un Frankenstein dernier à l'ère de la carcasse Kill-61, maintenant équipé d'un moteur radial au lieu du liquide réfrigéré problématique. L'échange élimine les incendies en vol et améliore la fiabilité, mais à un coût brutal, le plafond opérationnel tombe à 32 000 pieds, moins que le foin de la meilleure façon. Les pilotes, cependant, l'aiment. Agile, réactif, mortel dans les combats en dessous de 25 000 pieds, le Kai-100 est la meilleure arme que le Japon ait jamais mis entre les mains de ses as. Mais contre le BE-29? Un couteau en papier. Le moteur radial, bien que robuste, n'a aucune respiration aux altitudes où les bombardiers règnent absolument. Encore une fois, l'ingéniosité japonaise se heurte aux lois de la physique. Pendant ce temps, dans les usines qui résistent encore au bombardement, les ingénieurs travaillent contre le temps dans des prototypes désespérés. Le Mitsubishi Kill 83, un combattant jumeau de supercompresseur, promet de correspondre enfin à ou même à vaincre le B-29 à l'altitude. Le Kawasaki Kill 102, un destructeur de bombardements armés aux dents, est conçu pour déchirer les formations ennemies avec des canons de 57 mm. Mais les rêves se heurtent en fait en aluminium de haute qualité, des alliages spéciaux sont manquants pour les compresseurs, des usines sont manquantes qui n'ont pas été réduites en décombres. Les prototypes qui peuvent décoller sont encore abattus sur le sol, détruits par des vagues B-29 avant même de prouver leur valeur. En janvier 1945, les installations d'Akashi, où les moteurs HAR-40 qui stimulent le Kai-61 sont nés, a vu descendre. Chaque mois, le golfe technologique s'élargit. Les Américains ne permettent pas seulement leurs bombardiers, ils les transforment en dieux intouchables. Et puis la plaque argentée arrive. BE-29 modifié pour transporter quelque chose au-delà des bombes conventionnelles. Dépouillée de presque toutes les artilleries défensives, sauf des mitrailleuses à queue, elle gagne encore plus d'altitude, plus de vitesse, plus d'immunité. Le lieutenant-colonel Paul Tibet forme son équipage pour une mission qui ne nécessite pas seulement une précision mais une invulnérabilité absolue. Quand le Geino apparaît sur Hiroshima le 6 août 1945,
31 600 pieds, les combattants japonais décollent en panique. Le lieutenant Matsuo Yasui pousse son Ki-61 à la limite, les indicateurs de température dans le rouge, le moteur gémissant. À 29 000 pieds, l'avion est stolaire. 2000 pieds sous la cible. D'autres coureurs ne se rapprochent même pas. Le BE-29 passe comme des ombres argentées et intouchables, tandis que les combattants japonais tournent en cercles impuissants en dessous. Lorsque la bombe explose, ils sont toujours là, des témoins inutiles d'un pouvoir contre lequel même les cieux ne se réfugient pas. 3 jours plus tard, à propos de Nagasaki, l'histoire se répète. Les radars japonais détectent les heures de boxcar à l'avance. Des équipes entières décollent. Personne n'atteint les 28 000 pieds où le bombardier traverse, serein. Les pilotes forcent leur moteur à la destruction, les corps tremblants avec un manque d'oxygène, les contrôles se congelant. Certains parviennent à tirer, des balles qui tombent comme une pluie inoffensive à 1000 pieds sous la cible. Lorsque la deuxième bombe explose, les combattants sont toujours là, piégés dans une guerre qui les a déjà laissés derrière. L'analyse après la guerre révélerait la taille de l'abîme. Les BE-29 n'étaient pas seulement des plans, ils étaient des forteresses sous pression, où les équipages opéraient efficacement à des altitudes où les pilotes japonais pouvaient à peine respirer. Ces moteurs turbocompressés ont maintenu la puissance où les moteurs japonais s'étouffaient, produisant la moitié de la force nominale. Les Japonais ont combattu avec courage, mais le courage ne compense pas le manque d'oxygène à 30 000 pieds. Il ne compense pas la différence entre l'aluminium de basse qualité et les alliages aérodynamiques. Cela ne compense pas le fait que si le Japon a improvisé avec la ferraille, les Américains ont fait l'avenir. Le général Koreshika Hanami, lors des dernières réunions avant la reddition, fait face à la vérité nue, l'altitude du BE-29 a annulé non seulement les défenses japonaises, mais l'idée même de la résistance. La géographie, un esprit de lutte, le sacrifice, rien de tout cela n'a d'importance lorsque l'ennemi opérait hors de portée de toute réponse. Sans la capacité d'intercepter, la guerre continue était un suicide sans but. Les pilotes survivants, comme le lieutenant Naoshi Kano, porteraient la mémoire de ces vols désespérés pour le reste de leur vie. Nous avons grimpé avec tout ce que les moteurs pouvaient donner, les indicateurs dans le rouge, le chef de l'escouade avec les flammes à 28 000 pieds. D'un autre côté, le sergent Robert Johnson, meilleur buteur d'un BE-29, décrirait la scène avec un mélange de pitié et de réalisme froid. Nous avons vu ces points se lever lentement, grandissant pour distinguer l'insigne rouge. La campagne BE-29 n'était pas seulement une victoire stratégique. C'était la démonstration définitive que pendant la guerre moderne, le ciel appartient à ceux qui dominent l'ingénierie, pas à ceux qui dominent le cœur. Les Japonais ont prouvé que l'héroïsme peut être infini. Les Américains ont prouvé que, sans technologie, l'héroïsme est inutile. Cette leçon écho dans les décennies suivantes, façonnant les doctrines, les priorités et l'avenir même de la guerre aérienne. Lorsque le dernier Ki-61 s'est écrasé en feu, ce n'était pas seulement un avion qui a été perdu. C'était la dernière preuve qu'au XXe siècle, les dieux ne vivaient pas à Olympus, ils vivaient à 30 000 pieds et ont volé avec des ailes américaines. La doctrine nucléaire de la guerre froide n'est pas née de nulle part, elle a été forgée dans les flammes de Tokyo, Osaka et Nagoya, où BE-29 a prouvé que l'altitude n'était pas seulement un avantage, mais un domaine absolu. Les stratèges américains n'avaient pas besoin d'inventer l'avenir, il suffit de regarder en arrière, des missions qui ont transformé le ciel japonais en un couloir inviolable. La pénétration en halte. L'altitude n'est pas devenue un principe fondamental par hasard, c'était la leçon de guerre la plus cruelle et la plus définitive. Lorsque des bombardiers en argent ont traversé l'espace aérien ennemi à 30 000 pieds, ils ne livraient pas seulement des bombes, ils dictaient les règles d'un nouveau jeu, où la défense était impossible et des représailles, une illusion. La technologie qui a permis cela n'était pas un produit chanceux, mais d'ingénierie implacable. Les systèmes de pressurisation et de supercompression, perfectionnés dans le feu de la lutte contre le Japon, n'étaient pas de simples détails, c'était la différence entre la vie et la mort, entre la victoire et la défaite. Chaque mission BE-29 était une classe aérienne, tandis que les pilotes japonais étouffaient dans des stands non issus, combattant le rhume et l'hypoxie, l'équipage américain opérait sur des chemises à manches courtes, comme s'ils étaient sur un vol de routine. L'altitude n'était plus un défi, c'était un refuge. Un sanctuaire technologique où la guerre est devenue un exercice de précision, pas de survie. Lorsque les ingénieurs japonais ont examiné le BE-29 capturé après la reddition, ils ont constaté non seulement des machines à fond, un miroir qui reflétait des décennies de retard. Chaque composant, chaque système, chaque soudage était une accusation silencieuse. Les systèmes de pressurisation, avec leurs composés en caoutchouc synthétique et leur tolérance en millimètres,
était au-delà de la capacité industrielle du Japon. Les supercompresseurs, qui ont maintenu les moteurs américains respirés dans les altitudes où les Japonais étouffaient, nécessitaient des alliages métalliques et de précision que le pays n'avait tout simplement pas. Même les fils électriques, avec leur isolement supérieur, étaient la preuve que la défaite n'avait pas été militaire, avait été industrielle, structurelle, inévitable. Le lieutenant-colonel Paul Tibet, l'homme qui a conduit l'Enola Gay, a résumé avec une froideur que seule l'altitude absolue pouvait inspirer: ils nous ont vus. Ils ont tracé. Ils savaient que nous étions là. Mais ils ne pouvaient pas nous toucher. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était des mathématiques. À 30 000 pieds, les combattants japonais étaient comme des insectes battant du verre par balle. Son héroïsme, sa détermination, sa fureur, tous non pertinents face à une équation simple, l'altitude égale à l'invincibilité. Lorsque la bombe est tombée sur Hiroshima, ce n'est pas seulement l'uranium qui a scellé le sort du Japon. C'était la certitude qu'à ce moment-là, le ciel n'appartenait plus aux samouraïs de l'air, mais aux ingénieurs de Dayton et Wichita. Le capitaine Iwao Hayashi, l'un des derniers coureurs essayant d'intercepter un BE-29, a décrit l'expérience comme un cauchemar mécanique, le moteur toussait, étouffait, comme s'il se noyait. À 30 000 pieds, les commandes étaient douces, comme si nous avions traversé le miel. Une rafale de mitrailleuses, si nous avions de la chance, puis, les villes avaient brûlé. Ce n'était pas une bataille. C'était une exécution technologique. Les Japonais pouvaient voir les bombardiers passer impunis, comme des dieux indifférents, et il n'y avait rien, absolument rien, ils pouvaient faire. Les analyses d'après-guerre ont confirmé ce que les pilotes savaient déjà: l'abîme n'était pas des mois ou des années, mais des générations. Les systèmes de télécommande BE-29 Towers utilisaient des ordinateurs analogiques avec des vannes à vide plus avancées que tout équipement militaire japonais. Servomécanisme, précision des composants, qualité des matériaux, tout était hors de portée d'une nation qui dépendait toujours des techniques artisanales au milieu de l'ère industrielle. Même les tentatives de copie de la technologie allemande, comme Mi-262, n'ont pas échoué pour la réticence, mais par manque de tout le reste: ligue spéciale, machine à outils, meneur qualifié. Le Japon n'a pas perdu la guerre dans les airs, il l'a perdue dans les usines qu'il ne pourrait jamais construire. Le major Toshio Sakagawa, commandant du 244 Th Santé, a enregistré dans ses rapports l'humiliation d'une défaite annoncée: mes pilotes étaient les meilleurs dans les vétérans de l'Empire de centaines de missions. Mais contre BE-29. Les enfants jouent à la guerre. Nous avons grimpé, jusqu'à ce que les moteurs échouent, jusqu'à ce que les commandes gèlent, jusqu'à ce que nous partions, impuissantes, car elles nous dépassaient comme si nous n'existions pas. Ce n'était pas un sujet de courage. C'était une question de physique. L'ingénierie. D'un avenir que le Japon ne pouvait pas réaliser. Pendant ce temps, de l'autre côté du verre par balle, le bombardier Marcus MC-10D a regardé les combattants japonais débattre en vain. Ils ont grimpé pendant 20 minutes, combattant parfois leur propre avion. Certains ont essayé le zoom de montée, échangeant de la vitesse contre l'altitude sur un dernier effort désespéré. 30 000 pieds de haut, où un seul côté était autorisé à voler. Les petits points noirs à l'horizon, combattant la physique autant que contre nous. Certains ont pu gagner de l'altitude pendant quelques secondes, juste pour stagner, secouer, puis chuter comme des oiseaux blessés. Les moteurs comptaient, les hélices ont tourné au ralenti, et le silence suivant était plus éloquent que n'importe quelle guerre de guerre. Ils ne sont pas tombés vaincus, ils sont tombés à l'épreuve. Non pas par des balles, mais pour les mathématiques implacables des compresseurs, des raisons de montée et des limites thermodynamiques. Notre BE-29 n'a même pas eu à manœuvrer. Nous avons volé directement, comme des dieux indifférents, tandis qu'en dessous d'eux, la terre brûlait en notre nom. Les rapports d'après-guerre confirment ce que nous savions déjà dans les cockpits: l'altitude n'était pas seulement un avantage tactique, c'était une phrase. Les Japonais ont intercepté moins de 2% de nos missions à haute altitude, et même ces rares succès dépendaient de nos erreurs: un moteur défaillant, un pilote imprudent qui descendait dans des nuages plus denses ou l'arrogance de ceux qui pensaient que 28 000 pieds étaient suffisants. Mais 30 000 ? C'était un territoire américain. Un domaine tellement absolu que même les météorologues ennemis ont cessé d'enregistrer des nuages au-dessus de cette marque. Pourquoi ? Seulement nous étions là. Le lieutenant Tanaka, dans son cahier 100, a été le dernier à essayer. Le 14 août 1945, alors que le monde jouissait déjà de la fin de la guerre, il a déclaré vers un BE-2 de reconnaissance qui est tombé sur Hiroshima en 35 000 pieds. Son rapport final, transmis entre les respirations haletantes et le grincement d'un moteur par l'effondrement, décrit la montée comme une montée contre la mort,
pas contre l'ennemi. À 28 000 pieds, le moteur s'étouffa. À 29 ans, l'huile a commencé à bouillir dans les radiateurs. Il a vu l'ombre du BE-29 glisser sur son aile, indifférente, alors que ses mains tremblent dans le titre. Pas par peur, mais pour l'hypoxie qu'il a volé jusqu'à la dignité de la colère. Le bombardier n'a même pas dévié. J'ai pris vos photos. Enregistré la dévastation. Et il a continué, comme si Tanaka n'existait même pas. Et d'une certaine manière, cela n'existait pas. Pas dans cette altitude. Pas dans cette guerre. Les opérateurs de radio comme le sergent AEL ont entendu cela tous les jours. Les voix japonaises de l'éther étaient une chorale de frustration traduite, cible à 33 000 pieds, en direction de 0,90, nous ne pouvons pas, les moteurs ne peuvent pas le prendre, ils sont très hauts. Parfois, un pilote criait. D'autres fois, je soupire. Mais le ton était toujours le même, celui des hommes qui savaient comment combattre un mur, pas contre une armée. Nous, dans notre BE-2 sous pression, avons entendu car nous avions un café chaud et avons ajusté les sélecteurs d'oxygène. Ils, dans leur stand gelé, pouvaient à peine tenir le titre. Les chiffres ne mentent pas. 30 000 sorties. 50 combattants BE-29, un taux de perte 0,1 de 2%. Dans toute autre guerre, ce serait un miracle. Pour nous, ce n'était que la confirmation que l'ingénierie avait gagné avant le premier coup. Ocom amiral. IA a admis plus tard, nous avons calculé que les BE-29 fonctionneraient à 26 000 pieds, comme les BE-17. Lorsqu'ils ont commencé à voler à 30, 32, 35 000 pieds, toute notre stratégie s'est effondrée. Il n'y avait pas de temps pour réinventer les moteurs. Il n'y avait pas assez d'alliage d'aluminium pour des ailes plus légères. Il n'y avait pas d'oxygène pour les pilotes qui respiraient déjà à peine au sol. La guerre aérienne était devenue un problème de physique et non de courage. Et la physique, ma chère, ne négocie pas. Le colonel Robbins a parfaitement résumé la situation, au-dessus de 30 000 pieds, nous n'étions pas seulement invulnérables. Nous étions inévitables. Sans zigzag, sans crainte des chasseurs, avec des bombardiers aussi stables que des tables de billard, nos équipages ont travaillé avec une précision de montre suisse. Pendant ce temps, les Japonais, les mêmes qui avaient terrorisé le Pacifique avec des héros agiles et des pilotes fanatiques, levèrent désormais les yeux et ne virent que des lignes argentées striant le ciel. Contractis, comme l'a avoué le capitaine Aoki, nous étions des samouraïs essayant d'atteindre la lune avec des katanas. Chaque mission était un nouveau rituel d'humiliation, décoller, grimper à la limite du possible, puis regarder, impuissants, les traînées de condensation américaines dessiner la carte de leur propre défaite. Même l'artillerie anti-aérienne a abandonné. Le colonel Yamamoto a calculé que pour abattre un seul BE-29 à 30 000 pieds, il fallait des milliers de projectiles ou un gaspillage tellement absurde que les canons se sont vite tus. Nous avons tiré plus pour nous donner bonne conscience que pour frapper, écrit-il. Les sons résonnaient en vain, comme des prières sans réponse. Pendant ce temps, nos navigateurs, comme le lieutenant Cartwright, traçaient des itinéraires avec des crayons bien aiguisés et des mains chaudes, sans gants épais ni masque à oxygène suffocant. Ils pouvaient à peine voir les instruments, se souvient-il. Nous lisons des cartes comme si nous étions dans un bureau. Et le pire? Ils savaient. Des ingénieurs comme Théo Doigt savaient que le Ki-61 n'avait jamais été conçu pour cela. Les commandants comme Kobayashi savaient que leurs A, avec des dizaines de victoires, étaient aussi inutiles que des recrues lorsque l'ennemi volait hors de portée de la gravité. Les mécaniciens savaient que chaque tentative d'interception détruisait un moteur et que bientôt il n'y aurait plus de moteur à détruire. C'était une spirale descendante, où chaque défaite alimentait la suivante. Pendant ce temps, nous sommes montés. Littéralement. Et à chaque pied gagné, on enterrait un peu plus leur espoir. Même le général Arnold, architecte de cette domination aérienne, fut surpris par l'efficacité brutale de l'investissement. Nous avons dépensé plus d'argent pour le BE-29 que pour la bombe atomique, a-t-il admis. Mais chaque dollar en valait la peine. Parce que nous n'avions pas besoin d'envahir le Japon. Nous n'avions pas besoin de perdre un demi-million d'hommes sur des plages sanglantes. Tout ce que nous avions à faire était de leur montrer que le ciel ne leur appartenait plus. Et lorsqu'Hiroshima et Nagasaki se sont réduits en cendres sous nos ailes, ce n'est pas seulement le feu qui a brisé leur résistance. C'était la certitude que, si nous le voulions, nous pourrions réduire toute leur ville en poussière et qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter. Parce que l'altitude n'était pas qu'une tactique. C'était un verdict. Ils apparaissaient à l'horizon comme des points lointains,
grossissant lentement à mesure qu'ils montaient comme des fourmis essayant d'escalader un mur d'acier. Certains tiraient de loin, leurs traînées lumineuses se courbant en arcs inutiles, mourant avant de nous atteindre. D'autres ont essayé la tactique de monter en zoom, échangeant toute leur vitesse contre de l'altitude dans un effort désespéré, suspendus dans le ciel un instant comme des insectes piégés dans l'ambre, avant de caler et de chuter. J'avais à peine besoin de tirer. Ils ne se sont jamais approchés suffisamment pour constituer une réelle menace. Parce que la guerre aérienne n'est plus une question de courage. Il s'agissait de physique. Chaque avantage accumulé comme une phrase. Nos BE-29 étaient équipés de systèmes de navigation que les Japonais ne pouvaient rêver de reproduire, des radars qui traversaient l'obscurité, des radios qui tissaient un réseau de coordination sur des centaines de kilomètres, tandis que les appareils ennemis tombaient en panne en plein vol, réduisant le statique et le silence. Même les détails les plus simples, salopets chauffés, viseurs optiques de précision, étaient des preuves tangibles de supériorité industrielle qui ne laissaient aucune place à l'héroïsme. Il pourrait avoir des pilotes prêts à mourir. Nous avions des ingénieurs qui ont calculé comment les faire mourir en vain. La production de masse n'était pas seulement une question de chiffres. C'était une philosophie de la guerre. Alors que le Japon transpirait quelques centaines de combattants obsolètes dans des ateliers de fortune, nos lignes de montage crachent près de 4000 BE-29, chacune d'elles une forteresse volante forgée avec des ligues spéciales, des tolérances millimétriques et un niveau de contrôle de la qualité que leurs usines en bois et leur travail épuisé ne pouvaient même pas comprendre. Ils ont essayé de copier ce qu'ils nous ont capturé, ont démantelé notre équipement, ont étudié chaque vis, mais se sont heurtés à des frontières fondamentales, ils n'avaient pas de métaux, ils n'avaient pas les machines, ils n'avaient pas de science pour transformer en or. La distance technologique n'était pas une fosse. C'était un abîme. Le lieutenant-commandant Masahiko Kawamoto le savait mieux que quiconque. Il a dirigé les escouades d'attaque spéciales contre nos formations de Nagoya, et chaque mission a été un exercice de futilité créative. Attaque nocturne? Nous avons déménagé au raid diurne à haute altitude. Interception à l'aube? Nous avons ajusté les itinéraires et les horaires. Tactique de cas de suicide? Nos meilleurs buteurs et physiques nous ont protégés. Ils ont innové avec désespoir. Nous avons innové avec les données. Quand ils ont finalement réussi à développer une technique pour intercepter la nuit, nous volons si haut que leurs moteurs ont suffoqué avant de nous atteindre. Ce n'était pas une bataille. C'était une leçon. Le BE-29 n'a pas été construit. Il a été engendré à cet effet, un prédateur adapté au Pacifique, avec des ailes qui étendaient la lunette au-delà de toute défense, des stands sous pression qui ont transformé la stratosphère en sanctuaire et des systèmes de défense qui ont fait de chaque avion une forteresse auto-épurée. Les ingénieurs de Boeing n'ont pas seulement projeté un bombardier. Ils ont créé un verdict technologique, une machine qui a prouvé, avec chaque mission, que la guerre moderne ne serait pas gagnée par ceux qui sont morts mieux, mais par ceux qui ont mieux calculé. Et quand la paix est arrivée, l'héritage de ce calcul s'est propagé. La pressurisation qui nous a maintenus en vie à 30 000 pieds est devenue la norme de l'aviation commerciale. Les turbocompresseurs qui nous ont donné le pouvoir ou les moteurs japonais ont maintenant choisi des passagers au-delà des nuages. Les systèmes de télécommande qui ont coordonné nos mitrailleuses ont évolué vers le vol par fil qui guide aujourd'hui des jets de lait à des milliers de kilomètres. Nous n'inventions pas seulement une arme à feu. Nous réinventons le ciel. Le capitaine Kazu Noda, commandant de l'équipe 84, l'a vu de près. Son combattant le plus avancé, la fierté de l'aviation japonaise était un jouet en papier contre les BE-29 sur 25 000 pieds. Ci-dessous, il pourrait se battre. Ci-dessus, il ne pouvait que regarder. Les pilotes sont revenus des missions, les mains ne tremblant pas par le froid, mais par l'humiliation. Ce n'est pas la défaite qui les a brisés. C'était la certitude que, peu importe à quel point le résultat a déjà été écrit dans les manuels d'ingénierie qu'ils n'avaient jamais eus. La campagne BE-29 n'était pas seulement une victoire. C'était une démonstration. La preuve vivante que la stratégie aérienne, mariée avec une supériorité technologique, pourrait décider d'une guerre sans avoir à se faire pénétrer dans un seul compteur de plage. Hiroshima et Nagasaki ont été le dernier point, mais la peine avait déjà été dictée des mois plus tôt, chaque ville réduite en cendres par des bombes incendiaires, chaque usine démantelée par une précision chirurgicale, chaque pilote japonais regardant Evian non un ennemi mais une destination. Même l'empereur a compris. Lorsqu'Hirohito a annoncé la reddition, ce n'était pas de craindre les marins américains sur les plages. C'était parce que, là-haut, où même vos meilleurs pilotes pouvaient arriver, quelque chose volait.
NTRA dont le Japon n'avait pas de réponse, et ne le ferait jamais. La guerre n'est pas terminée lorsqu'ils ne pouvaient plus se battre. Cela s'est terminé quand ils ont réalisé qu'ils ne pourraient jamais gagner. Le sergent-chef Frank Morrison connaissait chaque vis de ces BE-29. La pressurisation était complexe, mais cela a fonctionné, si vous saviez comment le garder, disait-il plus tard. Les turbocompresseurs ont demandé des soins, mais nous avons donné le pouvoir où leur moteur comptait le sang. Chaque système était une déclaration, des années de recherche, des milliards d'investissements, une machine de guerre que le Japon ne pouvait même pas égaler dans un rêve. Nous ne gagnons pas parce que nous sommes courageux. Nous avons gagné parce que, bien qu'il dépendait des esprits de combat, nous avions de la physique, de la chimie et de l'économie de notre côté. Le lieutenant Jiro Tanaka, pilote d'un Ki-61, a survécu à plusieurs tentatives d'interception ratées. Il se souvient du rhume qui a gelé ses doigts, le essoufflement qui brûlait ses poumons, ses yeux brûlants alors qu'il voyait les formations américaines impunité, lâches sur les villes brûlantes. Nous n'avons pas échoué pour la réticence, il confesserait des années plus tard. Nous avons échoué parce que la guerre ne concernait plus les hommes. Il s'agissait de machines que nous ne pouvions pas construire, des matériaux que nous ne pouvions pas forger, des systèmes que nous ne pouvions pas comprendre. Ils avaient leur cœur. Nous avions l'avenir. Et l'avenir, comme toujours, appartient à ceux qui peuvent le payer. Japon. Une plongée sans concession dans les opérations de chasse japonaises contre le BE-29 révèle une vérité inconfortable, la technologie n'est pas seulement un outil de guerre moderne, c'est son essence. Les pilotes japonais, avec une bravoure qui bordait les innovations tactiques surnaturelles nées du désespoir, et des sacrifices qui sont toujours de la colonne vertébrale, se sont heurtés à un mur invisible mais insurmontable. Ce ne sont pas les hommes qui ont perdu la bataille. C'était de la physique. L'altitude, ce sanctuaire froid où le BE-29 planait comme des dieux lointains, était inaccessible pour les combattants conçus à un autre âge. Pressurisation, turbocompresseurs, systèmes qui ont transformé l'air mince en trône, tandis que les Japonais étouffaient à 8000 mètres, les Américains ont respiré comme s'ils étaient sur Terre. Et lorsque cette supériorité technique a épousé la machine de guerre industrielle des États-Unis, capable de cracher des équipes de forteresses volantes en tant que chaîne de production, The Abyss est devenu une falaise. Il n'y avait pas d'héroïsme pour combler cette lacune. Chaque BE-29 a une victoire pitréale, chaque pilote japonais qui a été jeté dans les ailes en aluminium américain, un témoignage tragique que la guerre ne décidait plus de la chaleur du combat, mais sur les clips des ingénieurs et pour la forge des usines. L'investissement américain dans la coupe de l'aviation de pointe n'était pas seulement justifié, c'était une peine. Preuve incontestable que sur le comité de guerre moderne, l'innovation technologique n'est pas un couture Trump, c'est le conseil d'administration lui-même. Les leçons écrites dans le ciel du Japon écho pendant des décennies. Pas comme une complainte, mais comme un avertissement, l'avenir des batailles serait forgé bien avant le premier coup. Et celui qui a arrêté les clés de cette forge arrêterait le sort des nations.